Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2026. Alors en ce début du mois de janvier, Plume de Doctorant retourne à l'étude des guerres mondiales et aujourd'hui nous allons parler de journaux personnels en compagnie de deux historiennes de la Seconde Guerre mondiale, Marie Moutier-Pitan et Sarah Gruska. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Donc on va vous présenter une à une. Marie, vous êtes titulaire de la chaire d'excellence Holocaust and Genocide Studies à la MRSH de l'université de Caen, spécialiste notamment de la Shoah en Union soviétique occupée. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, je vais en citer notamment 3, Les champs de la Shoah, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée en 2020, Le pacte antisémite en 2023 et plus récemment l'infographie du nazisme en 2025. Et d'ailleurs j'en profite pour préciser que pour celles et ceux qui seraient à Caen le 10 février prochain, vous viendrez présenter cet ouvrage. Et quant à vous Sarah, vous êtes chercheuse à l'EHESS. Vous travaillez également sur l'Holocaust Diaries Project, soutenu par la Fondation pour le mémorial de la Shoah, auquel nous consacrons cette émission. Vous avez publié en 2024 chez Talandier Le siège de Leningrad, qui, il faut le dire, a reçu le prix lycéen du livre d'histoire. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous de ce projet Holocaust Diaries Project, que vous faites, si je ne me trompe pas, en compagnie aussi de Judith Lioncan. Et pour commencer, donc, vous avez, il semblerait, des sujets de recherche plutôt proches. Comment en êtes-vous à ce projet, justement, sur les journaux personnels ? Alors, c'est l'histoire d'une rencontre, on va dire, avant tout, parce que moi, je travaillais sur les journaux personnels déjà dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, mais sur une autre ère qui était l'Union soviétique, donc sur le siège de Leningrad. Et c'est quand j'ai fait ces recherches que j'ai voulu un peu chercher une inspiration dans d'autres domaines et que je me suis tournée vers la Shoah en me disant qu'est-ce qui a été fait sur les journaux personnels de la Shoah pour que je trouve des outils d'analyse et qui pourraient m'aider dans mes propres recherches. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'existait pas d'inventaire des journaux personnels de la Shoah, à ma grande surprise, parce que je pensais que c'était un sujet qui avait été largement traité, parce qu'on a tous l'illusion, avec la grande notoriété d'Anne Frank, ensuite d'Hélène Baird, de Victor Klemperer, qu'on sait tout sur les journaux intimes de la Shoah. Voilà, mais bon, je me suis dit, n'étant pas historienne de la Shoah, ça ne me concerne pas, mais je me suis dit, quel dommage, il faudrait vraiment que quelqu'un le fasse un jour. Et c'est là que j'ai rencontré Marie. Oui, nous étions toutes les deux en post-doctorat au CERSEC CNRS pour un projet Visual History of the Holocaust. Et dès que je rencontre Sarah, elle me dit « Mais tu imagines, il n'existe aucun inventaire effectué sur les journaux personnels de la Shoah et ils sont très peu utilisés en tant que corpus pour aussi documenter la Shoah. » Et Sarah, avec son expérience des journaux Leningrad, avec tout le bagage méthodologique qu'elle a pu construire pendant toutes ces années de recherche, on s'est dit que c'était vraiment l'opportunité de travailler ensemble, et évidemment de manière très complémentaire, à travailler sur cet inventaire, mais aussi pour pouvoir produire des analyses en fait transversales de ces journaux. Et c'est vrai que c'est cette rencontre avec Sarah où on s'est dit, voilà, ça nous a donné l'impulsion pour mener un projet, pour bâtir un projet des financements en fait, parce que ce genre de projet évidemment est extrêmement chronophage, comme on peut l'imaginer. Et vertigineux. Absolument, surtout qu'on vise à une exhaustivité. Donc l'idée c'était déjà de trouver des moyens pour mener ce projet. Et nous avons commencé par une bourse de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Juste pour revenir sur la chronologie, ça a commencé quand, justement, ces premières recherches de financement ? En 2022 ? Oui, fin 2022. C'est là qu'on a vraiment lancé le projet toutes les deux. Et comme tu dis, la question, c'est quand on peut avoir une super idée de projet, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement ? Et là, on s'est renseigné, on a essayé de comprendre, de démêler un peu les choses pour savoir quel type de financement existait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers Judith Lioncan, donc directrice d'études à l'EHESS, parce que moi je suivais son séminaire depuis longtemps sur histoire, témoignage, littérature, et
j'ai pensé qu'elle pouvait être sensible à ce projet et ça a été le cas. Elle l'a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, on en était ravis. Et donc là, on a d'abord pensé à un financement à une ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, qui peut financer des projets pour une durée de 3 ans, d'un montant qui varie. Il faut savoir que quand on n'est pas titulaire, comme Marie et moi, c'est compliqué de porter un projet. Donc voilà, il faut savoir bien s'entourer aussi. Parce que vous avez moins de poids. Pour expliquer justement aux auditeurs et auditrices, c'est parce que en fait, quand on n'est pas titulaire, c'est plus difficile de faire porter sa voix en fait. Non, à cause c'est de... impossible. C'est impossible. Administrativement. On peut avoir le meilleur projet du monde, si on n'est pas titulaire, on n'a pas la possibilité de le porter. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers une ANR franco-allemande, où là, il était possible justement de même faire partie en fait de l'équipe qui porte le projet. Et c'est ce qu'on a monté donc avec le Centre d'histoire du temps présent de Munich, donc l'IFZ, et du côté allemand, donc l'équipe est dirigée par André Halleuve. Et côté français, on s'est porté par Judith Loncan à l'EHESS et nous. Avant qu'on dépose ce projet, donc qui nous a mis, on a mis 1 an à le monter, parce que c'est un dossier assez lourd. On a eu donc cette bourse de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour commencer déjà à mener un travail exploratoire au mémorial de la Shoah, pour avoir une idée de ce que c'est que travailler avec des journaux personnels de la Shoah, constituer un inventaire, qu'est-ce que ça représente concrètement quand on se retrouve là dans un centre d'archives. Et ça a été extrêmement instructif et ça nous a aussi permis de bâtir ce dossier pour cette demande de projet franco-allemand. Et d'être crédible aussi à leurs yeux, voilà, parce qu'on avait déjà fait tout ce travail, cette première phase. Et alors cette équipe se compose de combien de personnes ? Nous sommes 7, 4 côté français et 3 côté allemand, avec une répartition des tâches bien entendu. Par exemple, l'équipe allemande travaille principalement avec les sources de l'Institut historique juif de Varsovie, ainsi que de d'autres centres d'archives en Allemagne. Et avec Sarah, on est aussi chargé de toute cette phase exploratoire et de rencontre des archivistes dans différents centres d'archives pour comprendre en fait tout l'environnement de conservation de ces journaux. Nous étions à Washington il y a 2 mois et nous allons à la Wiener Library dans quelques jours. C'est vrai que c'est Marie et moi qui, pour l'instant, qui faisons les séjours à l'étranger, en archives. On était d'ailleurs aussi à l'Institut historique juif de Varsovie en octobre avec toute l'équipe. Et on rencontre à chaque fois les archivistes, d'autres chercheurs qui travaillent avec ces sources, pour essayer aussi de construire un réseau. C'est ce qu'on est en train de faire, de construire vraiment un réseau de recherche internationale sur le sujet, qui va d'ailleurs donner lieu à un webinaire qui va commencer dans 1 mois, qui aura lieu donc tous les mois en anglais, autour de la question de l'usage des journaux personnels par les historiens. Et donc du coup, au-delà de la nécessité de cet inventaire, est-ce que vous avez pensé aux différents usages qui pourraient en être faits, notamment pour le scolaire peut-être ? Tout à fait, il y a tout un volet pédagogique dans notre projet, auquel on tient tout particulièrement parce que l'histoire de la Shoah est peut-être de plus en plus difficile à transmettre maintenant que les témoins ont disparu. Et enfin, tu en parleras mieux que moi. En fait, c'est vrai que les enseignants sont aussi en demande d'un matériel qui peut être plus accessible pour les élèves. Plus incarné. Exactement. Et le journal personnel rentre complètement dans ce cas de figure. Et c'est pour ça que nous souhaitons mobiliser plusieurs enseignants qui vont travailler avec nous et qui vont exprimer leurs besoins, les besoins qu'ils ont en classe, pour pouvoir transmettre l'histoire et la mémoire de la Shoah. Voilà, là on est en train de constituer un groupe de travail entre historiens et professeurs et enseignants pour réfléchir à la façon dont on pourrait bâtir une séquence pédagogique pour les lycées. Oui, moi j'étais surprise avec mes classes de constater que, en fait, un peu naïvement, je commence mon cours en parlant de la Shoah. En fait, ils savent plus ce que c'est la Shoah. Vraiment, il faut leur expliquer, alors que pour moi, c'était une évidence. Mais en fait, j'ai l'impression que pour eux, c'est un objet lointain. Et c'est vrai que ça manque d'incarnation. Et je trouve ça particulièrement précieux d'avoir une ressource où on peut trouver, je sais pas, selon le profil de l'auteur ou de l'autrice, par exemple, des traces qui leur parleraient plus à eux en tant qu'adolescents. Oui, souvent, en fait, la première entrée qu'on a eue
dans la Shoah, c'est par le journal d'Anne Frank. Oui. On a tous lu jeunes, donc c'est très important d'utiliser ces sources pour faire connaître cette histoire. Et alors, on dit le terme depuis tout à l'heure, mais sans vraiment le présenter. Qu'entendons-nous par journaux personnels, justement ? Oui, c'est une très bonne question parce qu'on se creuse souvent la tête au sein de l'équipe pour essayer d'affiner cette définition depuis qu'on travaille pour ce projet. Et il existe différentes définitions du journal personnel. Mais on se rend compte que c'est vraiment un genre très labile, hybride aux frontières poreuses. Et donc nous, à force d'être confrontés à différents types de journaux personnels dans les archives, on a vraiment décidé de se cantonner à 2 critères essentiellement, qui sont la simultanéité maximale entre l'événement raconté et le moment de l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit écrit pendant la Shoah, que l'auteur soit sous persécution, puisque nous n'étudions que les journaux de juifs. Tout ce qui est écrit après la libération n'entre pas dans notre corpus. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième, c'est que ça doit se présenter sous forme d'entrée datée. Donc ça exclut tous les types d'écrits qui, certes, datent de la Shoah, mais qui, par exemple, sont des carnets de dessins, de prières, de recettes ou autres listes. Oui, et c'est vraiment un vrai défi de faire entendre aussi cette définition à certains centres d'archives parce qu'on se retrouve à exclure par exemple des mémoires qui ont été écrits pendant l'occupation, en situation de cachette, etc. Et c'est pas toujours évident en fait à faire entendre. C'est vrai que beaucoup d'historiens jusqu'à présent ont pris indistinctement les documents personnels contemporains des événements. Donc, et c'est vraiment le cas, par exemple, pour des centres d'archives en Pologne, où vraiment les historiens vont prendre finalement toutes les archives de Ringelblum sans distinction à partir du moment où elles ont été écrites pendant le ghetto de Varsovie, par exemple. Mais nous, on opère justement cette distinction et avec de réelles difficultés pour identifier si c'est vraiment un journal ou non. Oui, et de manière générale, on se rend compte, pour rebondir sur ce que tu dis, qu'il y a un manque de considération de ce que c'est vraiment le journal personnel. Et qu'il y a énormément d'amalgames qui sont faits entre journal personnel et témoignages rétrospectifs. D'amalgames, que ce soit de la part des archivistes, par exemple dans le catalogage, dans les classifications, de la part des historiens, qui peuvent indifféremment traiter les deux, ou du monde éditorial, où on va présenter un texte comme un journal, et en fait on se rend compte très vite que ça n'en est pas un. Peut-être à cause de l'effet Anne Frank pour allécher le lectorat, je ne sais pas. Mais donc nous, on essaye vraiment de travailler, de valoriser la spécificité, la valeur du journal personnel, qui est un écrit, j'insiste là-dessus, l'auteur ne connaît pas l'issue de la guerre, ne connaît pas l'ampleur de la catastrophe en cours, et ne connaît pas, et ne sait rien de sa propre survie. Et ça change tout par rapport à quelqu'un qui écrit même en juin 1945 dans une Europe qui a vaincu le nazisme. Il n'a pas la même perception des événements et même son langage est différent. Et si on veut vraiment pénétrer dans le regard du persécuté, c'est le journal personnel qui s'impose. Et juste pour terminer sur la question de la définition, souvent dans les définitions du journal personnel, il y a le critère du jeu, de la place de l'expérience personnelle dans la narration, voire de l'introspection. Nous, ça c'est un critère qu'on a décidé d'exclure parce qu'il y a plein de journaux personnels qui sont vraiment tournés vers l'extérieur, dans le jargon on dit journal extime et pas intime, qui se présentent un peu sous forme de chronique. Mais nous, on les inclut parce que ça dit aussi quelque chose de mécanisme de distanciation que l'auteur peut mettre en place face à la catastrophe. Éviter de s'inclure. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà observé dans le cas de Léon. Et sur la forme, sur le journal en tant qu'objet, est-ce qu'ils sont tous semblables ? Un carnet classique ? On a vraiment rencontré des cas extrêmement variés. Alors ça va du cahier d'écolier à l'agenda, vraiment, ou bien sur des livres de prière. Oui, au dos de photographie aussi. Tout à fait. Écrit au dos de photographie. Ouais, ça c'était à Washington. Tout à fait. Et on accorde une importance très importante à la matérialité justement de l'objet parce qu'elle dit aussi quelque chose
de la survie de l'objet dans une situation de catastrophe. Oui, parce que écrire un journal pendant la Shoah, c'est pas écrire un journal au 18e ou 19e siècle sur son divan Oui. oisif, etc. Il faut trouver le matériel, il faut trouver le carnet, il faut trouver l'encre, le crayon, parfois de quoi s'éclairer. Donc, On écrit avec ce qu'on a. En fait. tout un contexte C'est ça. de pénurie. Il y a aussi des feuilles d'ordonnance comme support. Oui. Il y a quelqu'un qui écrit sur des feuilles d'ordonnance. Tout à fait. Et puis il faut que le format soit suffisamment pratique pour être emporté, pour être tenir dans une poche, dans un petit sac ou d'être caché. Est-ce que c'est toujours très lisible? Non. On fait face à des problèmes de conservation en fait, même du Oui. matériel. Il y en a qui sont détériorés, il y en a qui ont été brûlés, il y en a qui portent les traces de l'humidité. Les archivistes font tout un travail quand même de restauration, mais des fois c'est un peu compliqué. Et donc du coup, vous les traduisez systématiquement? Non, en fait, on a de la chance dans l'équipe de pouvoir mobiliser différentes langues. Donc heureusement qu'on a Sarah avec nous qui peut lire des manuscrits en russe, y compris extrêmement peu lisibles. D'autres personnes dans l'équipe peuvent lire le yiddish ou l'allemand, le polonais, etc. Donc, et on fait appel donc à d'autres collègues quand on est face à du hongrois ou du ladino aussi. On a aussi trouvé des cas de journaux qui sont écrits de manière un petit peu codée, comme ce journal qu'on a trouvé au mémorial de l'Holocauste de Washington, où la personne écrit en lettres hébraïques, mais principalement yiddish, mais en allemand. Et avec quelques mots de français inclus. Donc, vous voyez la difficulté quand même Effectivement, complexe, c'est complexe. lire ce genre de documents. Oui, ce qui explique aussi pourquoi en fait un tel inventaire n'a jamais été mené jusqu'ici, alors que ça aurait pu paraître comme une évidence, mais en fait il y a un certain nombre de défis pour constituer cet inventaire. Le premier étant linguistique, en effet, il faut pouvoir maîtriser toutes les langues dans lesquelles ces journaux ont été écrits, c'est-à-dire tous les territoires concernés par la Shoah, des dizaines de langues. Le défi matériel, il faut pouvoir les lire, il faut que ce soit suffisamment lisible pour les décrypter, et des défis archivistiques, voilà, c'est encore un gros morceau dont on peut parler si vous voulez, parce que ça fait partie de difficultés qu'on rencontre en permanence dans ce projet. On va y revenir aussi effectivement sur les archives. J'avais juste une question pour rebondir sur la matérialité. Est-ce que ça a pu vous arriver ou ça pourrait arriver de croiser justement des journaux qui seraient écrits sur un mur, un plancher, des choses comme ça? Parce que je ne sais pas si vous connaissez l'exemple du plancher de Joachim qui avait été... Oui. Voilà, donc ce menuisier qui au 19e siècle avait écrit justement sur les lattes d'un plancher et qu'on avait retrouvé. Est-ce qu'il vous est arrivé de trouver ce format qui n'est pas sur un papier, qui est sur autre chose encore? Alors, au détour d'archives soviétiques, de commissions d'enquête soviétiques sur les crimes nazis à l'Est, j'avais aperçu l'exemple en fait d'inscriptions qui se trouvaient sur un mur de prison, mais on n'a pas accès au mur en tant que tel, parce que voilà, mais la question effectivement des inscriptions sur du mobilier ou sur des pierres, des murs, la question se pose, mais voilà, on n'a pas accès à ces... Qu'a priori, à partir du moment où il y a la simultanéité et la datation des faits, ça peut être classé comme un journal en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Ça pourrait. Et même s'il est très court. Oui, il n'y a pas de critère de longueur, ni d'intérêt. Oui, Ça aussi, on insiste parce qu'on s'est rendu compte que des historiens, des archivistes pouvaient exclure... sélectionner les journaux en fonction de leur intérêt historique ou non, y compris pour les accepter dans les archives. Ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas du tout en compte, parce que pour nous, tout journal est intéressant, même celui qui ne parle que de la météo, que de ce qu'il a mangé, et ça dit aussi quelque chose de l'expérience. Bien sûr. Et donc du coup, quels sont ces défis archivistiques que vous rencontrez? Alors tout d'abord, simplement, quand on consulte les catalogues de différents centres d'archives, déjà on se rend compte qu'ils ne fonctionnent absolument pas de la même manière. Donc, il faut déjà comprendre un peu le mécanisme de chaque centre. Et surtout quand on opère une recherche par mots-clés, comme en fait les recherches sont principalement en anglais, donc diary, diaries, alors en sachant que si vous cherchez pour diary ou diaries, si vous mettez du singulier du pluriel, vous pouvez avoir des réponses différentes. Et ils sont classés de manière extrêmement aléatoire. Alors,
Le fond du mémorial de la Shoah, c'est sur lequel on a commencé notre travail. Là, c'est simple, en faisant cette recherche en ligne. Il y a peut-être une dizaine d'items qui ressortent, mais c'est tout. Donc un usager lambda, s'il cherche un journal intime de la Shoah en allant au mémorial, il n'aura aucune idée en fait de ce que conservent ces fonds. Alors que nous, après un travail de longue haleine, on a pu en identifier plus de 80. Voilà. Ça, c'est un exemple au mémorial où en fait ils ne sont presque pas catalogués. Oui, ni référencés, oui. Ouais, donc ce sont des sources inexploitées et des destinées qui sont souvent oubliées, alors qu'il ne reste de traces que ces carnets. À USHMM, on a le problème à Washington, donc au musée de l'Holocauste de Washington, c'est le problème inverse. On est complètement noyé dans la recherche sur le catalogue. On a des milliers d'items qui ressortent et c'est très très difficile d'affiner la recherche. Il n'y a pas de mots-clés auxquels on aurait pu s'attendre, comme juif, voilà, pour avoir des journaux tenus par des juifs, ou bien holocauste, pour avoir des journaux tenus pendant la Shoah. On n'a pas tous ces mots-clés, donc on est obligé de regarder un à un tous ces items pour voir s'il s'agit vraiment d'un journal de la Shoah. L'autre problème, c'est que beaucoup sont classés comme des journaux, alors que ça n'en est pas. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des témoignages rétrospectifs, ou il y a le cas des journaux reconstitués, où un auteur en 46, en 45, très vite, va reconstituer de mémoire un journal, voilà, sous forme d'entrée datée, mais en fait, on se rend compte assez facilement, souvent, que ce n'est pas simultané à l'événement. Oui, mais ça oblige quand même à une lecture extrêmement précise de chacun des documents. Ce qui veut dire que ça prend aussi beaucoup de temps. Oui, c'est un travail de fourmi, vraiment. Absolument. Alors, heureusement, dans ce travail, on est très aidé par les archivistes. Par exemple, au Mémorial de la Shoah, on s'est vraiment reposé sur la mémoire de Karen Tayeb, qui est donc la directrice des archives du mémorial, et qui, donc, elle, a une excellente connaissance du fond. Mais en fait, le jour où Karen s'en va, qu'est-ce qu'il va rester en fait? C'est parce que la plupart de ces journaux sur lesquels on a travaillé ne sont pas référencés dans le catalogue du Mémorial de la Shoah. Donc maintenant, ça y est, le travail est fait grâce à plus d'1 an qu'on a passé là-bas et grâce à Karen Tayeb. Mais voilà, il y a aussi... les archivistes ont vraiment une mémoire qui est fondamentale pour ces journaux qui, jusqu'à... il y a encore une dizaine d'années, était quand même très peu exploité de la part des historiens. C'est qu'il n'y avait pas non plus une très forte demande de leur part. Oui, c'est ça, c'est venu assez récemment. Pendant des décennies, les gens qui allaient au Mémorial de la Shoah, en l'occurrence, c'était pour consulter les archives institutionnelles et surtout des bourreaux, n'est-ce pas? Et ça fait que depuis les années 90 qu'il y a un intérêt pour les journaux personnels. Donc ça a été, disons que c'est aussi la demande des historiens qui a fait que les archivistes ont commencé à aussi accorder plus de valeur à la classification de ces sources qui, jusqu'alors, étaient assez dispersées dans des fonds personnels. Donc en fait, il faudrait ouvrir chaque boîte qui a été déposée, qui a été classée pendant 50 ans d'existence du Mémorial de la Shoah, chaque boîte de fonds personnels pour voir s'il y a un journal dedans. Parce qu'au début, quand ces boîtes étaient constituées, on ne référençait pas le journal. Voilà, c'est qu'à partir des années 90, à partir de l'arrivée de Karen Tayeb, que ça a commencé à être référencé en tant que tel. Et donc, est-ce qu'avec ce travail, il y a une possibilité, du côté des archives, de reclasser, ou du moins de rajouter un mot-clé dans leur base de données, journal personnel, ou, pour que après votre passage, justement, l'objet soit identifié comme tel? Oui, je pense, et d'ailleurs on est toujours accueillis par les archivistes avec beaucoup d'enthousiasme, y compris à Washington, où elles avaient hâte finalement, toutes celles qu'on a rencontrées, que ce travail soit fait. Elles n'ont pas eu les ressources, les moyens, et donc c'est un peu un échange de bons procédés, c'est-à-dire qu'à la fin de notre travail, nous on met à notre disposition notre inventaire, et en fonction de cet inventaire, j'imagine que le catalogue en ligne va être aussi un petit peu remanié. Et alors, vous disiez au début viser l'exhaustivité. J'imagine que c'est assez difficile, mais effectivement. Est-ce que pour trouver comment vous faites concrètement pour expliquer à des étudiantes et des étudiants qui voudraient mener des projets similaires, on recherche les différents lieux de conservation justement? Alors, il y a le Mémorial de la Shoah, ça semble assez classique, à Washington aussi, mais il y a peut-être des lieux auxquels on ne pense pas et finalement qui pourraient aussi en conserver.
Alors oui, tout à fait. Par exemple, il y a cet auteur Edgar Elsenrath, qui est donc un auteur juif germanophone qui a été déporté en Transnistrie pendant la guerre, qui écrit en allemand et qui est donc un écrivain quand même reconnu. Et en fait, j'ai appris récemment qu'il avait tenu un journal pendant sa détention dans le ghetto de Mogilev-Podilsky en Ukraine. Et ce journal, eh ben, il est ni à Washington, ni à Yad Vashem, il est en fait à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. Donc voilà, donc il y a aussi ce genre d'institution qui peut aussi conserver un ou deux journaux en fait, en fonction aussi de qui était le diariste. Et c'est vrai que nous on compte beaucoup sur les échanges qu'on a aussi lors des colloques, des conférences, parce qu'il y a toujours un ou une historien qui est vers nous en nous disant « Ah, mais j'ai trouvé dans tel fonds d'archives, je suis tombée sur un journal. Oui. Aux archives départementales du Gard. Oui, par exemple. Oui. Et par exemple, il y a l'association pour l'autobiographie et le patrimoine à Ambérieu, qui a 2 journaux de la Shoah. On va aussi se rendre sur place. Voilà, donc en fait, chaque centre d'archives presque est susceptible d'en contenir. Donc il faudrait faire une tournée exhaustive de tous ces centres dans différents pays pour tendre à l'exhaustivité. Moi, je pense que l'exhaustivité n'est pas atteignable, ne serait-ce que parce qu'il y a encore beaucoup de familles qui conservent des journaux personnels. Et puis tout ça en fait n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que si on prend en compte tous les journaux qui ne nous sont pas parvenus, qui ont été perdus, qui ont été enterrés, jamais déterrés, qui ont été détruits, soit au gré des circonstances, soit par l'auteur lui-même. On en connaît des cas comme ça, donc en fait on ne saura jamais vraiment quelle était l'ampleur de la pratique diariste pour la Shoah. Non, bien sûr, mais plus on en a aussi, plus on peut se donner, plus on peut avoir une idée. Tout à fait, mais se pose alors la question de la représentativité aussi du corpus qu'on est en train de composer. Et justement, pour répondre en partie à cette question, on accorde aussi beaucoup d'importance non seulement à la biographie du diariste, mais également à la trajectoire du journal lui-même et comment il nous est parvenu. Et il y a forcément un biais archivistique, on le voit avec la collection du mémorial de la Shoah, où ce sont principalement des journaux qui ont été écrits en français, plutôt par des Israélites qui sont aussi implantés de longue date en France, qui ont aussi tout un tissu social qui leur a permis soit d'échapper aux arrestations, soit de pouvoir transmettre le journal avant la déportation. Mais donc, je pense qu'il y a tout un pan des journaux tenus par des diaristes juifs d'origine polonaise, d'origine roumaine, qui eux ont fait partie des toutes premières victimes des rafles, qui eux n'avaient pas forcément ce tissu social pour retransmettre leurs écrits, etc., qui ont complètement disparu, en fait, qui sont hors de notre portée. Oui, c'est ça, et on se rend compte, par l'intérêt qu'on accorde à l'histoire de la transmission, de la conservation, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'histoires de hasard, et que parfois ça relève de péripéties, avec plusieurs chaînes intermédiaires. Il y avait le cas d'un journal, le Mémorial de la Shoah, qui a été retrouvé dans une maison de campagne, dans un grenier, par donc le nouveau propriétaire, qui a vu une écriture hébraïque et donc qui s'est dit « Ah, mon médecin qui est juif, peut-être qu'il va savoir ce que c'est », qu'il l'a donné à son médecin, le médecin l'a donné... Alors, il y a eu tout une chaîne jusqu'à arriver au Mémorial de la Shoah. Mais alors, est-ce que pour le projet, il y a un volet, entre guillemets, presse, qui vous permettrait de faire peut-être un appel pour solliciter encore des dons de familles qui auraient peut-être ces objets-là, un agenda auquel elles ne pensent pas que ça puisse être un journal intéressant pour les historiennes et les historiens, et qui finalement pourraient au moins vous les donner à consulter ou même les déposer dans un fonds d'archives? Oui, on avait déjà fait un appel à collecte qu'on a diffusé sur certains réseaux et radio et presse, qu'on pourrait renouveler d'ailleurs, et qui nous avait permis Ça avait fonctionné? Oui, un petit peu, parce qu'on avait vraiment mis l'accent sur le fait que chaque journal est intéressant. On se rend compte en discutant avec des descendants que beaucoup peuvent avoir encore tendance à mésestimer en fait l'intérêt historique de ces journaux, en pensant que ça intéresse que la famille. Mais nous, on a vraiment insisté là-dessus, et j'ai l'impression qu'on a été entendus.
Et si on peut faire un point d'étape, combien est-ce que vous en avez recensé jusqu'ici? Alors, à peu près 80 au mémorial de la Shoah et concernant le mémorial de l'Holocauste de Washington, on sera autour de 200. Oui, et pour l'Institut historique juif, une vingtaine. Et là, à la Wiener Holocaust Library de Londres, donc on va les voir dans quelques jours, il semblerait que là, il y ait d'autres défis archivistiques avec des journaux qui sont à la fois recensés dans le département des manuscrits et d'autres dans le département des documents. Alors, donc, ça va être une de nos questions aussi là-bas de qu'est-ce que vous entendez par document, et un certain nombre de journaux s'y trouvent. Donc, je pense que la majorité on a vu ça avec Sarah, la majorité des journaux qu'ils ont sont des journaux d'exil, mais malgré tout une partie sont peut-être une vingtaine, peut-être moins, des journaux de la Shoah. Nous pouvons justement effectuer tous ces séjours en archives grâce à une bourse de la Fondation pour la mémoire de la Shoah qu'elle nous a accordée, donc en plus de l'ANR franco-allemande, qu'elle nous a accordée pour 3 ans, pour aller prospecter dans les fonds d'archives. Tout à fait. On les remercie. Et de ce premier recensement, est-ce que vous remarquez que vous avez plus d'hommes, de femmes, de journaux de tel ou tel pays? Pour le genre, c'est vraiment moitié-moitié. Ouais. Ce qui ne veut pas dire, il faut prendre ces données avec des pincettes, ça ne veut pas forcément dire que les hommes ont écrit autant que les femmes, parce qu'on ne sait pas quelle proportion de journaux de femmes, par exemple, ont été conservés, nous sont parvenus. Parce qu'en discutant avec la chercheuse Hélène Camarade, qui a beaucoup travaillé sur les journaux sous le Troisième Reich, on s'est rendu compte que en fait, les journaux de femmes étaient moins valorisés dans la chaîne de transmission, et qu'une femme, par exemple, qui avait elle-même tenu une correspondance ou des journaux, etc., va plus porter attention à transmettre les archives de son mari que les siennes. Voilà, donc il y a parfois des destinées comme ça très déséquilibrées. Ça, c'est pour le genre. Et pour les pays, il y a un peu de tout. Oui, alors sachant que pour le mémorial de la Shoah, c'est essentiellement la France. Oui. Et à l'USHMM, c'est extrêmement varié, avec beaucoup de Pologne, bien sûr. Oui, c'est très varié. Et en termes d'âge, peut-être? Ah oui, ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de journaux d'adolescents ou de journaux de personnes âgées. Et il y a une espèce de trou entre les deux. C'est ça. Voilà. Des personnes de 30-40 ans, on n'en a quasiment pas. En tout cas, c'est ceux dont on a le moins. Oui. On pourrait expliquer comment, d'après vous? Parce qu'ils sont peut-être plus actifs dans le travail, la recherche de moyens de survie que ces deux autres fourchettes. Oui. Tout à fait. Le journal d'Anne Frank, alors, qu'est-ce qu'on en dit finalement Eh bien... par rapport à ce que vous avez pu voir, justement. Alors, justement, ça fait partie de l'objet du webinaire qu'on organise cette année. L'idée est de pouvoir mobiliser des historiens qui ont vraiment travaillé en profondeur sur certains journaux et qui sont capables de nous dire s'il s'agit d'un journal reconstruit, etc. Donc ça, c'est quand même le cas en partie pour le journal d'Anne Frank. Et l'idée, c'est justement de pouvoir mobiliser des historiens qui, eux, ont vraiment travaillé sur chaque strate du journal et de pouvoir identifier à quelle période elle a écrit tel ou tel passage. Mais en fait, le cas du journal d'Anne Frank, on le retrouve quand même assez fréquemment dans les fonds d'archives qu'on consulte. Là, on travaille sur un journal, celui tenu par Tilly Lillenstein, qui est une jeune adolescente juive qui habite dans le 11e arrondissement à Paris et qui assiste à la rafle du Veldiv, mais à quelques heures d'écart. C'est-à-dire qu'elle était à la campagne, dans le Loir-et-Cher, pour aller ravitailler sa famille. Elle revient à Paris le jour de la rafle du Veldiv, mais l'après-midi. Et là, elle va d'appartement en appartement se rendre compte que toutes ses connaissances ont été arrêtées et elle glane ainsi les informations. Et c'est ce qu'elle rapporte dans son journal, mais on comprend quand même qu'elle ne l'écrit pas forcément le jour même, hein, vous voyez, de la rafle, qui a quand même une partie rétrospective. Mais sauf qu'on n'est pas encore en mesure de pouvoir dire à quelle date elle l'a écrit. On sait qu'elle l'a écrit sous l'occupation, etc. Mais on ne sait pas si elle l'écrit à quel point son regard est rétrospectif
ou non. Mais donc ça, c'est vraiment des défis qu'on rencontre et qui nous obligent à avoir une lecture extrêmement fine de chacun de ces journaux. Il a été publié celui-ci ? Non. Non, la plupart des journaux qu'on consulte n'ont jamais été publiés. Oui, c'est ce que j'avais en tête, effectivement. Et s'ils ont été publiés, j'imagine que vous essayez de revoir l'original, peut-être, Bien si sûr, c'est possible. C'est ça. toujours. Il faut toujours avoir accès au manuscrit, ne serait-ce que pour attester de l'authenticité du journal. Mais oui, en fait, notre travail, c'est de montrer toute la forêt que cache en quelque sorte l'arbre du journal d'Anne Frank. Voilà. On peut aussi s'interroger sur le positionnement de l'historienne face aux écrits. Est-ce qu'il y a un journal qui vous a particulièrement marqué ? Je dirais l'agenda d'une jeune fille qui s'appelle Fanny Guénic. Elle écrit sur son agenda de 1943 et elle note en fait tous ses rendez-vous, mais aussi un peu ses états d'âme, etc. Donc elle est en train de vivre une romance avec un jeune garçon. Et comme elle y indique ses rendez-vous, elle indique tous les lieux dans lesquels elle va. Et on se rend compte qu'elle est extrêmement mobile et qu'elle va y compris dans des lieux où elle n'a pas le droit d'aller. Elle va au cinéma, elle va à la piscine, elle voit des amis. On se rend compte parfois que elle ne suit pas le couvre-feu. Elle va au bois de Vincennes, au bois de Boulogne pour faire de la barque. Et en fait, elle est arrêtée, mais vraiment du jour au lendemain. Et ensuite déportée à Auschwitz où elle sera assassinée. Et ce carnet a plusieurs diaristes. C'est que la mère de Fanny donne le carnet à sa concierge et la concierge le donne à la tante. Et la tante le donne à sa fille, donc à la cousine de Fanny. Et la cousine continue à écrire sur l'agenda en disant « Je n'ai plus de nouvelles de la famille, on n'a plus de nouvelles de ma cousine. » Et donc elle continue. Et ensuite, elle va donner le carnet au frère de Fanny qui lui est caché en Mayenne chez un paysan et qui va récupérer le carnet après la guerre et il va continuer à mettre quelques notes dessus et terminer l'agenda en disant que voilà, sa sœur est partie définitivement et il va même lui-même noter quelques rendez-vous, quelques adresses. Donc on est aussi sur cette sorte de carnet avec de multiples diaristes et de multiples destinées. Oui, c'est le travail qu'on essaie de faire aussi pour reconstituer les trajectoires. C'est quand on peut, c'est de retrouver le donateur et de faire un entretien avec la personne qui est souvent le fils, la fille du diariste. Et là, ça permet vraiment de reconstituer toute l'épaisseur biographique et de la trajectoire du journal. Et ça donne une dimension supplémentaire extrêmement touchante. Quand on a fait notamment un entretien avec Gilles Vamont, qui a 90 ans, je crois, maintenant, et qui est le fils de diariste d'un fonds assez extraordinaire au Mémorial de la Shoah, de 9 carnets qui ont été tenus par 3 personnes différentes d'une même famille. La grand-mère, le mari, la femme. Et ça n'a jamais été exploité. Ça, c'était assez extraordinaire comme découverte. J'imagine que c'est que de rebondissements en fait. Il y a un côté un peu haletant quand même à découvrir et puis même à parcourir ces journaux, j'imagine, à chaque fois reconstituer des trajectoires de vie en fait. Tout à fait. Puis il y a un côté, il y a une certaine émotion parfois vraiment de tenir ces carnets, surtout quand c'est des carnets qui en plus ont survécu à leur auteur. Oui, et quand on sait que l'auteur a fini déporté, exterminé, quand toi tu as cette connaissance et que évidemment la personne qui est en train d'écrire ne l'a pas encore, ça donne une sorte de préscience qui est assez déstabilisante. Ouais. Et donc souvent c'est l'arrestation qui met fin à la pratique diariste ? Pas nécessairement, nous avons aussi des journaux de Drancy, des journaux d'internement. Également quelques petits carnets griffonnés, on en a un lors des marches de la mort, en janvier 1945. Et parfois, ce qui peut mettre fin à la pratique diariste, c'est quand la famille se retrouve. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs diaristes qui écrivent comme pour pallier le manque de communication avec l'époux, l'épouse, l'enfant, les parents. Et ça se transforme en fait en lettres, en correspondance qui n'est pas possible. Et à partir du moment où la famille est réunie, la pratique s'arrête. Et est-ce que vous avez pu identifier justement le fait que
pour certaines ou certains de ces auteurs, la pratique diariste existait avant la Seconde Guerre mondiale en fait. Oui. Et auquel cas ça a été la continuité, ou est-ce que ça a été l'impression qu'il fallait raconter ce qu'il se passe? Il y a quelques journaux au long cours qui commencent avant ou qui continuent après, mais la grande majorité, ce sont vraiment des journaux qui commencent avec la guerre ou avec la Shoah. D'accord, merci. Peut-être aussi un dernier point, donc vous nous avez parlé d'un webinaire, il y a eu un colloque que vous avez organisé à Caen en septembre 2025. Où est-ce que l'on peut suivre éventuellement l'évolution justement du projet? On coordonne aussi un séminaire à l'EHESS avec Judith Loncan et Cécile Rousselet qui s'appelle La catastrophe en jeu, pratique diariste et violence de masse, donc qui a lieu tous les 15 jours, le mercredi, de 10h30 à 12h30, où on essaye là de mettre en regard aussi notre travail avec d'autres contextes de violence extrême. On a eu des interventions sur le Japon, le Rwanda, l'Ukraine de l'entre-deux-guerres et d'autres contextes. Nous envisageons également un workshop en novembre 2026 à Paris pour réunir des historiens travaillant sur les journaux personnels de la Shoah et qui sera en même temps une réunion de toute l'équipe franco-allemande. Tout à fait. Bien, alors on invite les auditrices et les auditeurs à suivre toute cette actualité avec intérêt. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire ISTEME de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.